Eh bien, bonsoir à tous pour cette 10e émission L'Info en question. Nous sommes très heureux d'apporter notre eau au moulin non pas de la propagande officielle, mais notre eau au moulin d'une autre vision que celle qu'on vous matraque tous les jours par les médias qui atteignent des sommets absolument incroyables, d'ailleurs Salim va nous en parler, de terrorisme, de propagande. Enfin, on est dans une situation assez extraordinaire. Et pour vous citer un chiffre pour commencer, le 10 juillet 2020, le Parlement européen a accepté une procédure d'urgence qui est incroyable. C'est qu'ils ont accepté que, vu la pandémie, etc., les essais pour les vaccins, on n'en ferait pratiquement pas. Donc, tout d'un coup, les fabricants de vaccins, normalement, un vaccin, il faut 15 ans pour le fabriquer. Et là, tout d'un coup, ils peuvent faire ça en 2 semaines, 3 semaines, on ne s'en fiche pas de ces cliniques, rien du tout. Ils peuvent sortir n'importe quel vaccin, n'importe comment, parce qu'ils ont une immunité totale. Le Parlement européen dit, vu l'urgence, il faut laisser ce vaccin se faire. C'est quand même une information extraordinaire. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est de vous amener ces infos que vous ne trouverez ni à la télévision, ni dans la presse, qui sont malheureusement totalement domestiquées, totalement muselées, et qui maintiennent constamment une espèce de langage de terreur. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur aujourd'hui, parce que l'épidémie s'est arrêtée. Mais eux, ils continuent à maintenir ça, on va en parler tous ensemble. Et avant d'entrer dans nos chroniques, nous allons faire un petit tour de table de nouvelles d'actualité. Est-ce que tu veux bien commencer, Jean-Jacques? Oui, merci Tal. Alors effectivement, mon actualité, c'est que vous le savez tous, c'est que ma chaîne YouTube a été supprimée dans la nuit du 29 au 30 juillet ou la nuit du 30 au 31 juillet. En tout cas, elle a été supprimée par YouTube alors qu'elle avait 230 000 abonnés. J'avais accumulé 13 500 000 vues depuis le 1er janvier 2020. Et effectivement, à la fois, c'est une grosse perte pour moi parce que bon, ça me donne moins de capacité actuellement à pouvoir rejoindre la communauté qui me suivait. J'ai pu l'observer lors de la dernière manifestation à laquelle j'ai participé samedi dernier, donc le samedi 8 août, où nous étions presque 100 000 dans les rues de Montréal à manifester contre le port du masque et contre les mesures liberticides. Et énormément de gens me disaient, mais Jean-Jacques, comment est-ce qu'on fait pour continuer à te suivre? Donc, je le dis, inscrivez-vous sur fulllifechannel.com, fulllifechannel.com, et c'est effectivement la nouvelle chaîne qui est en train de se mettre en place. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, mais au moins, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que ça va me permettre de m'exprimer plus librement. Et ça va me permettre aussi, évidemment, de ne plus subir la censure de façon permanente. Hein. Ça, on en parlera aujourd'hui dans l'émission. Sinon, je dirais que l'actualité, c'est que je suis moi aussi atterré par les déclarations à l'emporte-pièce. Tu parlais à l'instant finalement de prendre la population comme cobaye pour ces vaccins qui se révèlent quand même assez effrayants. Hein, si on en croit une interview d'Alexandra Henrion-Caude, que probablement beaucoup de personnes ont vu, eh bien, elle dit elle-même, alors que c'est une pro-vaccin, donc c'est quelqu'un qui s'affiche très clairement comme partisane des vaccins, mais à propos du vaccin Covid-19, elle a dit c'est quelque chose d'absolument effrayant et je ne comprends pas comment on puisse oser proposer ce genre de choses. Et la ministre de la Santé du Canada, puisque bon, vous savez que le Canada, c'est un État fédéral, donc il y a l'État fédéral et puis il y a les provinces. La ministre de la Santé du Canada vient de déclarer hier ou avant-hier, en tout cas il y a quelques jours, étant donné que le vaccin Covid-19 ne sera pas si efficace, donc ça c'est déjà un aveu, un demi-aveu d'échec au départ, il faudra que les Canadiens acceptent de maintenir les mesures barrières et les mesures sanitaires pendant au moins 3 ans. Donc là, on est en train de nous annoncer que la distanciation sociale, les restrictions au niveau des commerces, le port du masque, etc., on est parti pour minimum 3 ans. Alors, je pense que des émissions comme la nôtre sont d'autant plus justifiées parce que vraiment, j'espère que dans quelques semaines, nous serons 1 million ou 1,5 million dans les rues de Montréal et plus 100 000 comme nous l'étions parce que ça suffit. Voilà, ça c'est mon actualité du jour. Merci beaucoup, Thierry. Et toi, Emma, quelle est ton actualité?
Waouh, tellement de choses à dire. C'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions hein, dans les derniers jours. Euh, Jean-Jacques, tu viens de parler de l'efficacité des vaccins. Alors, c'est vrai que j'ai aussi réaperçu notre cher ami Bill Gates qui parle d'une efficacité de l'ordre de 50% pour le vaccin. D'ailleurs, il me semble que le placebo, ça se situe autour de 30-50%. Hein. Bon, une fois de plus, j'ai même plus de réaction quand j'entends ça. C'est vrai que là, ça a pris une dimension, même dans les délires les plus fous, Oui, j'aurais jamais imaginé qu'on vivrait des choses pareilles. Imaginez bien, en Suisse, la musique live, en tout cas à Genève, elle est interdite. Donc, on va boire un verre dans un restaurant, il n'y a plus de musique live parce que il paraît que la musique live, ça fait plaisir aux gens, ils ont envie de se lever, de faire la fête et de danser. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez ce genre de truc. Alors, on apprend ça, on apprend que, parce que bon, la Suisse, un petit rappel aussi, c'est bien d'ailleurs de faire des rappels parce que des personnes francophones nous écoutent de plusieurs endroits en Suisse, c'est donc un État aussi fédéral et puis il y a plein de cantons. Alors maintenant, les cantons, il y en a 26, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Donc, je rappelle que l'émission est donc enregistrée mardi, là, diffusée dans 48 heures et demain, on aura une conférence de presse par le Conseil fédéral. Donc, il y a des informations qui vont tomber demain. Je ne sais pas ce qui va être pris comme décision au niveau de tout le pays, mais en tout cas au niveau des cantons, à Bâle. Voilà, donc les parents qui vont amener les écoles à la rentrée ne pourront plus amener les enfants à l'école. Ils doivent rester en dehors. Donc, on sait que les petits qui arrivent là, on voit en général déjà quand tout se passe bien, c'est les crises de larmes après 2 mois de vacances. Oui. Enfin, c'est vrai qu'en tant que mère, je suis choquée, mais je le suis déjà depuis un certain nombre de semaines. Et là, ça prend des proportions dingues. On a des étudiants au post-obligatoire qui vont devoir porter des masques. Bon, ça, sans surprise aussi, une fois de plus. Les discothèques viennent de fermer à Genève aussi. Alors là, ça, c'était le pompon de la semaine. On a donc l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique. Ça, je sais, Salim, c'est le genre de truc que toi, tu adores. Qui a annoncé que 40% des contaminations venaient des discothèques. Bon. Alors, on a eu tout d'un coup à Genève, oulala, on ferme toutes les discothèques. Et puis finalement, quelques heures plus tard, ah non, on s'est trompé. En fait, on a interverti une colonne. Alors finalement, c'est pas ça. Les discothèques, c'est 1,2 ou 1,9% des cas, mais on laisse quand même fermer parce qu'évidemment, c'est les cantons. En fait, tout le monde se renvoie la patate chaude. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est que de sortir des chiffres, des statistiques, des études, des professeurs, des imminences, ça ne sert plus. Les gens, ils ont pété un plomb, ils sont dans un état de psychose générale. Et de parler au cerveau gauche, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Les gens n'arrivent plus à analyser. Alors, ceux qui sont déjà habitués, et j'en parlerai après dans ce que je vous raconterai plus tard, pour eux, ça va. Mais j'ai envie de dire que pour aussi une grande partie de la population qui a été habituée de suivre ce qui se passe, ben là, ça devient compliqué parce que c'est aujourd'hui la compétition au travers les pays, c'est devenu à qui va prendre les décisions les plus aberrantes et stupides. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour mes infos de la semaine. Excellent. Tout à fait. Et toi, Salim, qu'as-tu à nous annoncer? Déjà, bonjour à tous nos auditeurs. N'hésitez surtout pas à partager ces vidéos et vous diffuser de manière active, participer à la diffusion de l'information. Moi, j'ai été choqué par l'abrutissement des masques et leur acceptation en fait du port du masque à l'air libre alors qu'il n'y a strictement plus rien. C'est pas moi qui le dis, professeur Jean-François Toussaint, ce sont les chiffres, qu'on va en parler tout à l'heure. Et en fait, j'étais ce matin, pour des raisons techniques, au Vieux-Port. Et vous savez qu'au Vieux-Port, ils ont obligé les gens à mettre le masque. Et en fait, voilà ce que vous pouvez voir au Vieux-Port. Les gens, je les ai photographiés, ils ne le mettent pas. Regardez, le nez est débouché, là, elle n'a pas mis. Là, c'est le nez débouché, là, elle n'a pas mis. Là, le nez, elle n'a pas mis, elle l'a pas mis, et elle l'a pas mis. Vous voyez ou pas? Là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de masque. En fait, c'est simple, c'est insupportable. On ne peut pas le mettre, le masque. C'est juste insupportable. C'est très, très dur. Il y avait une femme, elle avait le masque ici avec un éventail. Elle se mettait.
il fait un cagnard pas possible. C'est la canicule et on demande aux gens de mettre le masque et les gens ne le mettent pas parce que c'est juste pas possible. Et j'ai été aussi interpellé par une énième ânerie. C'est celle de, j'ai pas trop compris à quoi il joue, Vladimir Poutine. C'est le coup du vaccin. Alors il nous a sorti un vaccin, il a dit ça y est, c'est prêt. Le vaccin Spoutnik. Déjà, à lui donner 1 an de l'époque russe-soviétique, déjà, c'est fatigant à la base. Ça y est, en 3 mois. Alors, il y a 40 ans, comme le disait le professeur Raoult, ils ont dépensé 30-40 milliards d'euros, de dollars, tout ce que vous voudrez pour le sida. Ils n'ont pas trouvé de vaccin. Et là, maintenant, Poutine, il nous dit, c'est bon, on a fait un vaccin et vous verrez, il fonctionne. Je l'ai inoculé à ma fille. Ben, mais mon gars, tu peux en bouffer du matin, midi et soir, on s'en fout. Tu peux, je sais pas, enfin, tu peux en souper. Mais non, c'est pas possible. C'est quoi cette façon de vendre le produit? J'ai piqué ma fille, donc croyez-moi. Ben non. D'abord, qui c'est qui va croire ça? Ça n'engage que lui. Et voilà, cette façon de faire, cette rapidité, ce mépris des protocoles. Il faut au minimum 10 et 15 ans pour fabriquer un vaccin. Et là, maintenant, c'est 3 mois. Voilà, il n'y a plus aucune règle. Alors, pour l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, là, il fallait des doubles aveugles, randomisés, multicentriques, des études extrêmement complexes qui coûtent des centaines de millions d'euros. Et pour le vaccin, pour la fabrication du vaccin, il n'y a plus rien. On fait, vous faites, il n'y a pas de souci. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui tout le monde peut constater qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est tout. Tout à fait. Quelque chose qui cloche, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet de chacun, en commençant par Jean-Jacques qui va nous parler du problème du choc. C'est un problème vraiment très intéressant. Nous t'écoutons, Jean-Jacques. Oui, effectivement, parce que bon, ça fait un certain nombre d'années que je connais les travaux de Naomi Klein et j'ai fait une petite recherche. J'ai été étonné de voir que cette femme est très jeune en fait. Elle a juste 50 ans. Enfin, de mon point de vue, du point de vue de Tal, c'est très jeune. Hein. Je sais que les 2 autres de l'émission, là, pour vous, c'est plus âgé, mais elle est née en 70, en fait. Et c'est une Canadienne qui vit aux États-Unis, mais donc elle est canadienne de parents américains émigrés au Canada. Et c'est une femme, en fait, qui s'est illustrée par ses prises de position altermondialistes. D'ailleurs, bon, elle vient d'une famille de militants puisque les grands-parents de Naomi Klein avaient lutté contre la guerre du Vietnam. Les parents de Naomi Klein ont même émigré vers le Canada parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique américaine, etc. La mère de Naomi Klein a fait des documentaires déjà contre l'ultralibéralisme, contre le capitalisme, etc. Donc finalement, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Et elle avait déjà écrit un bouquin qui s'appelle No Logo en 2000, qui est vraiment considéré encore aujourd'hui comme un ouvrage de référence sur l'altermondialisme, où elle condamnait et elle dénonçait la prolifération des multinationales au détriment de l'espace public, de l'espace social, de l'espace citoyen. C'est pour ça qu'elle appelait son bouquin No Logo, puisqu'en fait elle disait notre espace public, notre espace privé est envahi par les logos de ces multinationales. Et elle a récidivé avec son 3e livre qui s'appelle « La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre ». Et c'est vraiment intéressant parce que même si c'est un livre qui date, je n'ai plus mes notes, mais je crois que c'est de 2007, c'est en 2007 qu'elle a sorti ce livre, on pourrait dire que la thèse principale qu'elle défend dans son livre est tout à fait applicable à ce que nous vivons aujourd'hui en 2020 avec cette pseudo-pandémie de coronavirus, puisque maintenant, je n'ai plus de gêne à dire que nous sommes dans une pseudo-pandémie. De plus en plus de médecins, de plus en plus de professeurs disent qu'on nous a trompés au niveau des chiffres et que parler de pandémie au niveau du coronavirus, c'était finalement une exagération liée à la manipulation des chiffres. Et je pense que Salim va encore nous en parler aujourd'hui. Et donc, la thèse principale de son livre, c'était de dire que
si le néolibéralisme ou l'ultracapitalisme, on peut l'appeler comme on veut imposer des politiques impopulaires qui consistent toujours à enrichir de plus en plus les riches et appauvrir de plus en plus les pauvres. Il y a une autre formule que vous connaissez certainement bien qui est de mutualiser les coûts et de privatiser les bénéfices. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand il y a eu le crash de 2008 au niveau financier, au niveau bancaire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour éponger les pertes des grandes banques qui avaient joué un jeu extrêmement dangereux au niveau financier, eh bien finalement, ce sont nos impôts à nous qui ne sommes pas riches qui ont servi à renflouer les banques pendant ce temps-là, les traders et les CEO de ces grandes banques privées empochaient des millions de primes et les banques ne se sont jamais aussi bien portées qu'en 2009, c'est-à-dire l'année qui a suivi ce grand crash boursier. Donc en fait, c'est toujours un peu la même chose, c'est pour faire accepter des mesures impopulaires qui vont toujours dans le même sens, eh bien, on va mettre d'abord la population en état de choc psychologique. Et il y a différentes façons de créer ces chocs psychologiques. J'en avais déjà parlé dans une précédente émission lorsque je parlais de torture psychologique. Vous vous souvenez, je pense que c'était dans l'émission numéro 7 ou 8, où je disais que finalement, on pourrait appliquer les 8 critères de reconnaissance de la torture à ce qu'on nous a fait subir depuis le début de cette pseudo-pandémie de coronavirus. Eh bien, c'est une des façons, je dirais, d'imposer des mesures impopulaires, c'est de torturer la population en leur imposant, c'est un peu ce que la CIA faisait dans les années 60, soit des électrochocs, soit la privation sensorielle, soit des drogues qui ramenaient les gens à un niveau de régression infantile. Et donc, ce sont les 3 stratégies qui permettent de mettre une population en état de choc. Donc, l'électrochoc, la privation sensorielle et mettre les gens en régression infantile. Et quand on y réfléchit, on se rend compte qu'effectivement, c'est ce qu'on nous a fait subir depuis le début de cette pandémie. Les électrochocs, c'était quoi? Eh bien, c'est le fait de nous répéter toutes les heures, pendant des mois et des mois, le nombre de morts et le nombre de cas positifs dans notre pays, dans le continent et dans le monde. Et remarquez que même quand ce n'était pas dit, ça restait affiché sur les écrans des médias mainstream. C'est-à-dire qu'on nous a vraiment mis en état de choc permanent et on nous répétait 10, 15, 20, 30 fois par jour que nous étions tous en danger de mort. Ce qui, évidemment, nous met dans un système de stress. Et je parlerai quand même dans quelques minutes d'une théorie neuroscientifique que je trouve très intéressante et très éclairante pour vraiment justement comprendre comment tout a été orchestré de telle sorte que nous ne puissions même pas sortir du stress. Parce que pendant très longtemps, je me suis demandé, mais comment ça se fait que le public, la population dans sa grande majorité, reste dans cet état de choc. Et c'est en discutant avec une docteure en neurosciences qu'elle m'a donné la clé de pourquoi, pour l'instant, il est impossible, comme le disait Emma il y a quelques minutes, pourquoi il est impossible de s'adresser au cerveau gauche des individus. C'est parce qu'on a même mis en place les moyens de nous priver de nos processus naturels de régulation qui nous permettent de sortir du stress. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, restez jusqu'au bout de ma rubrique. La privation sensorielle, c'est vraiment intéressant aussi parce que la privation sensorielle a pour but de nous faire perdre nos repères. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé dans la première ou deuxième émission de l'info en question. J'avais parlé de cette expérience où on est plongé dans une pièce complètement obscure et on va chercher à sentir où se trouvent les différents murs. Mais comme tous ces murs sont en train de bouger en permanence, le sol est en train de se baisser ou de se lever, etc., on se rend compte que nos repères sont tellement changeants en permanence que c'est comme si on était privé de repères et ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est se mettre en état de sidération, en état de figement, en état d'immobilisation et on ne va plus bouger jusqu'à la fin de la crise. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous arrive parce que
tous les discours contradictoires que nous recevons en permanence, et je dirais que malheureusement, nous, les lanceurs d'alerte, nous contribuons aussi à cela parce que d'une certaine façon, en essayant de donner une bonne information ou une information moins polluée par les conflits d'intérêts, nous donnons des repères différents, ce qui fait que ça peut parfois ajouter à la confusion. Donc, c'est vraiment un problème extrêmement difficile d'où faire sortir les personnes parce que il y a tellement d'avis contradictoires et même le bon sens va à l'encontre des injonctions qui nous viennent des gouvernements. Troisième chose, nous mettre en état de régression infantile. Ça, c'est les troisièmes stratégies mises en place par la CIA pour torturer les gens. La régression infantile, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on nous dit « lavez-vous les mains », gardez vos distances, etc. Mais j'ai l'impression de retourner à l'école maternelle, à l'époque où j'avais 3 ou 4 ans, où on me disait « va faire pipi Jean-Jacques, parce que c'est la récréation, donc c'est le moment de faire pipi, lave-toi les mains, fais ceci ». Donc en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on nous traite depuis le début de la pandémie comme des enfants totalement incompétents, totalement impuissants, totalement dépourvus, démunis, comme si nous avions perdu au mois de février 2020 notre système immunitaire et qu'on devait suivre les consignes comme des enfants. Donc finalement, nous sommes, comme le dit Naomi Klein, dans une stratégie de choc qui va permettre au gouvernement et donc aux puissants de ce monde de nous imposer de plus en plus de mesures, non seulement liberticides, mais de mesures où nous allons devoir encore faire des sacrifices. J'en veux pour preuve qu'il y a quelques jours, les pilotes de British Airways ont accepté une réduction de salaire de 20%. Au Québec, un certain nombre d'entreprises ont déjà demandé des réductions de 15 à 20% des salaires ou ont demandé que les travailleurs acceptent de travailler 20% de plus pour le même salaire. Enfin bon, ça revient au même, c'est-à-dire que, et tout le monde l'accepte. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais ça y est, on est dans une catastrophe, il faut qu'on s'en sorte. Et je rappelle que, si mes souvenirs sont bons, les 15 plus grands milliardaires des États-Unis ont vu leur fortune en 2 mois augmenter de plus de 400 milliards de dollars. Ça, c'est en 2 mois. Donc, les efforts ne seront pas faits par tout le monde de la même façon. Ça, c'est très clair. Alors, je voudrais terminer donc par cette explication qui m'a été donnée par cette docteure en neurosciences, mais je pense que ça vaudrait vraiment la peine que je fasse une rubrique complète là-dessus. C'est ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Ça a été développé par le docteur en neurosciences Stephen Porges. Et cette théorie polyvagale, en fait, apporte des choses nouvelles par rapport à ce que nous connaissons des travaux d'Henri Laborit. Je pense que tout le monde parmi vous connaisse les travaux d'Henri Laborit qui disait quand on est en situation de survie, quand on est en situation de danger, nous avons comme réaction possible la lutte, la fuite, l'inhibition d'action ou l'activation. Voilà. Et ça, c'est ce que Laborit expliquait. Mais en fait, ce que Laborit n'a pas intégré dans son modèle, c'est que ça, c'était un modèle qui était basé essentiellement sur le règne animal et ne tenait pas compte de la spécificité humaine qui a quand même des éléments et des fonctions de communication et de relation qui sont différentes ou complémentaires, je dirais, au règne animal. Et ce que cette docteure en neurosciences m'expliquait, c'est que quand il y a un danger, lorsque quelque chose va mal dans notre environnement, la première stratégie que les humains vont mettre en place, ce qui est différent des animaux, c'est de se réunir, de communiquer, de parler et d'essayer de comprendre, c'est-à-dire d'essayer de donner du sens à ce qui est en train de se passer et à ce que nous sommes en train de vivre. Et si on ne parvient pas à trouver du sens, à ce moment-là, on va régresser dans un autre mode de réaction qui sera effectivement se battre ou fuir le danger. Et si vraiment ça ne va toujours pas, là, on va se mettre dans un état de sidération, on va se mettre dans un état de figement et qui mène à l'impuissance. Mais c'est vraiment intéressant de regarder que donc la première réaction qu'un être humain va avoir lorsqu'il est face à un danger réel ou virtuel, c'est de communiquer, c'est de parler,
c'est de se rassurer, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons, nous, dans cette émission, l'info en question. Et c'est ce que, instinctivement, j'ai senti que je devais faire avec mon personnel. En fait, habituellement, on faisait une réunion par mois au niveau de mon équipe pour gérer les choses de l'entreprise, etc. Et depuis le début de la pandémie, j'ai senti que c'était important pour eux que nous nous voyions tous les vendredis matins pour juste parler. Et en fait, on ne parle quasiment pas de l'entreprise, on ne parle quasiment pas du business, on parle juste de comment on vit chacun la situation de cette pandémie, quels sont nos ressentis, quelles sont nos angoisses, quelles sont nos interrogations, etc., etc. Et en plus, je dirais que pour l'instant, j'ai réussi à maintenir l'emploi de tout le monde sans leur demander de sacrifice. Donc, eux ne sont pas en danger sur le plan matériel, mais j'ai senti à quel point c'était important pour mon équipe de parler, de parler, de parler. Or, quand vous regardez les mesures, et je terminerai par ça, quand vous regarderez les mesures qui ont été mises en place par les gouvernements, c'était quoi? C'était la distanciation sociale, c'était le confinement, c'est-à-dire l'isolement, c'était le port du masque. Or, le port du masque, ça fait partie des mimiques par lesquelles nous communiquons l'essentiel de nos humeurs, etc. C'est pas la parole qui communique l'essentiel de l'information, ça on le sait depuis le développement de la PNL. On sait que c'est les mimiques du visage. Donc, à partir du moment où on cache les mimiques du visage, on enlève à la population la première stratégie qui est la stratégie la plus gagnante pour sortir d'un état de sidération. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Je remercie d'ailleurs cette docteure en neurosciences qui m'a éclairé là-dessus parce que personnellement, je ne connaissais pas cette théorie polyvagale et je me promets de l'approfondir et peut-être d'en faire une nouvelle rubrique plus tard parce que pour le peu que j'ai lu me semble extrêmement intéressant et probablement une des solutions de sortie qui serait effectivement de réapprendre à communiquer, partager juste comment on vit, qu'on ait des visions différentes, mais au moins de pouvoir partager ce que nous vivons parce que en tant qu'être humain, ce sera notre façon de sortir de cette sidération. Voilà ce que je vous avais préparé pour aujourd'hui. C'est très important et ça me rappelle l'expérience d'un médecin américain qui avait une unité de réanimation. Donc, il recevait des gens en très mauvais état et il avait fait un peu de développement personnel. Il a mis en place 2 stratégies. Une, c'était qu'avant de s'occuper d'un malade, il faisait un cercle, ils se donnaient tous la main, médecin, infirmière, et après, en silence, sans mettre de mots. Et après, il s'occupait du malade. Technique numéro 1. Technique numéro 2, c'est qu'une fois par semaine, ils avaient une soirée dans laquelle tout le monde avait le droit de dire tout ce qu'il avait à dire. Et là, tout le monde pouvait accuser, mais c'était le grand débat. Et avec ces 2 techniques, le coût de leur unité a baissé de 30%. Ce qui fait que tous les experts sont arrivés parce que partout ailleurs, le coût des unités de réanimation montait et chez eux, ça avait diminué. Parce que c'est vrai, nous sommes des aides de communication. Et nous priver de communication, ça, c'est vraiment gravissime. Vraiment, merci de l'avoir souligné. Très bien. Continuons. À toi, Emma. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Oui, on est sur une belle lancée de tout ce qui a trait à l'aspect psychologique. La résistance, ça commence par un esprit sain. Effectivement, j'avais envie aujourd'hui de parler de mon sevrage parce qu'on évoque souvent ça rapidement dans les vidéos. Moi, c'est vraiment un pan de ma vie qui a été le démarrage, hein, parce que même si on a tous un tempérament de base depuis qu'on est enfant, peut-être à être un peu plus vigousse ou un peu plus curieux ou un peu plus tête dure. Après, c'est vrai que j'ai vraiment envie de parler de ça aujourd'hui parce que je considère que ça s'est fait vraiment en 3 grosses parties. Je dirais d'abord le sevrage, ensuite le bon sens et pour finir l'engagement. Donc, j'ai commencé il y a un peu moins de 15 ans à me dire, eh bien, j'arrive dans un nouvel appartement, la prise qui était au mur, je devais appeler un électricien pour la remettre en marche pour avoir la télévision. Et là, j'ai sauté sur l'occasion en me disant, eh bien, j'étais déjà pas une grande fan de télévision avant, alors, tant qu'à faire, je ne la mets pas. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il y a à peu près 15 ans, Facebook existait que sur les ordinateurs. Donc, il n'y avait pas le côté de l'application où on prend le téléphone. Je ne sais pas si vous avez déjà compté le nombre de fois où on sort le téléphone de la poche dans la journée. Et moi, je vais vraiment parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a 15 ans, quand je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement,
Eh bien, moi, j'ai un piano à queue que j'ai depuis… Mon père jouait du piano, beaucoup de jazz, et j'ai appris à jouer sur ce piano quand j'étais enfant. Alors, ce piano m'a toujours suivi partout, et je me suis retrouvée dans cet appartement à toute petite vingtaine d'années, sans télévision. L'ordinateur, il y avait voilà, Facebook si on voulait y aller, mais en gros, j'étais plutôt là avec mon piano, les bougies, et puis là, j'ai passé tellement de soirées seule à écouter, je suis très musique, ou à en faire, ou à en écouter. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un calme qui arrivait, mais un truc, je pense que vraiment les personnes qui ne l'ont pas encore expérimenté pensent que j'exagère. Alors que la télévision et la radio sont du bruit en permanence. Et je pèse mes mots, d'autant plus ce qui s'est passé là ces derniers mois, on fait que finir la vie que j'avais sur les médias dominants tels qu'on les a toujours connus. Je rappelle qu'il y a quand même aussi beaucoup de familles, moi j'ai parlé vraiment avec pas mal de gens qui me disaient, d'ailleurs, nous on mange devant le téléjournal. Il y a plein de gens qui se réunissent depuis qu'ils sont enfants et puis ils l'ont vécu, alors ils refont pareil avec leurs enfants. À 20h, on se met à table à la cuisine avec les enfants, on regarde le téléjournal. Et à ce moment-là, moi j'ai vécu un vrai sevrage, c'est-à-dire plus de radio, plus de télévision, c'était volontaire pour voir. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, je me posais déjà souvent des questions un peu bizarres, peut-être pour une enfant quand j'étais toute petite, puisque je voulais être philosophe, alors je me posais des questions un peu peut-être bizarres pour une petite fille. Mais là, j'ai commencé à remettre tout en question. Tout en question en me disant, mais et si ça n'était pas vrai? Et si ça pouvait exister? Qui me prouve que cela n'existe pas? Et j'ai commencé à faire énormément de questions où j'ai essayé de trouver des réponses dans certains livres. Effectivement, j'ai fait une boulimie de livres depuis des années depuis. Et à partir de là, le bon sens arrive. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée au mois de février à regarder pour la première fois depuis tant d'années un téléjournal, et ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas retrouvée devant la télévision à me dire début mars, fin février, début mars. Et je vois à la télévision les médias qui nous disent, il y a tant de contaminés et tant de morts. Et là, on parle de létalité à ce moment-là. Et la première chose que je me suis dite, c'est, mais est-ce que moi, on m'a testé? Est-ce qu'on a appelé ma famille pour tester les gens? Comment on peut parler de contaminés? On ne sait même pas qui est contaminé. Et la première chose que je me suis dite, c'est, mais comment on peut parler de létalité maintenant alors que j'entends des gens qui sont malades autour de moi et ils n'ont pas été testés. Donc, les gens là, ou peut-être des gens qui n'avaient pas de symptômes, ils ne sont pas dans les contaminés. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais regarder dans les autres médias si on en parle de ça. Et ce qui m'a frappée, c'est ce décalage, en fait, pour moi, quelque chose qui était hallucinant. Je parlais aux gens autour de moi, je disais, mais ça ne te choque pas, toi, qu'on parle de létalité maintenant, mais comment peut-on savoir le nombre de contaminés? On ne fait pas de tests. Bon, le fait que les tests ne soient pas vraiment fiables, ça, c'est encore un autre sujet. Mais là, je me suis dit, c'est fou, tous les médias officiels ont le même discours et aucun journaliste ne se pose la question officiellement. À partir de là, quand j'ai vu l'hystérie générale qui prenait le pas, c'est là où je me suis dit, effectivement, Jean-Jacques, tu as souvent parlé de tous ces phénomènes-là. Et là, je me suis dit, non, c'est la catastrophe. Ça va partir en catastrophe parce que là, on n'est plus dans le rationnel. Depuis le départ, effectivement, on parle sur l'émotion. On parle sur l'émotion parce que la masse ne répond pas à la raison. La masse répond à l'émotion. Et ça, j'en ai aussi déjà parlé dans des vidéos sur Edward Bernays, qui a quand même été le pionnier de ce qu'on appelle maintenant les public relations, les relations publiques. Il a écrit un livre, Propaganda. Vraiment, je vous invite. Et s'affiche là à l'écran maintenant un reportage qui a été fait par Arte d'ailleurs, que j'ai adoré, sur la fabrique du consentement. Et ce qui s'est passé là maintenant, c'est qu'on a non seulement fabriqué un consentement, ruiné les esprits des gens qui avaient encore un peu de bon sens, et maintenant on est en train de montrer une normalité à des enfants qui, moi, personnellement, me fait peur. Parce qu'aujourd'hui, on croule sous les messages de familles qui disent « Mais comment on va faire ?» En France, les gens, ils paniquent à l'idée de mettre leurs enfants à l'école, pas parce qu'ils ont peur qu'ils attrapent le Covid,
Mais parce qu'ils veulent tout simplement pas que leurs enfants aient, comme j'ai vu au Canada d'ailleurs, dans une classe, comme en Chine, avec des murs à droite, des murs à gauche, en plexi, avec des masques. Mais aujourd'hui, j'ai envie de reparler de cette vidéo que j'ai postée le 2 mai, sauf erreur, sur Facebook. J'avais un bonnet noir et cette vidéo, elle a été reprise sur Canal+ et compagnie. Tout le monde m'a traité de complotiste, que j'appelais à l'insurrection parce que je disais aux gens, éteignez vos télévisions, bouclez vos chaînes de radio, arrêtez de lire la presse et branchez-vous sur les gens qui dénoncent ces phénomènes-là et qu'on traite de fous et de complotistes. Enfin, je me suis fait traiter de tous les noms et j'ai réécouté cette vidéo aujourd'hui pour me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai raconté il y a 3 mois? Effectivement, tout ce que je disais à ce moment-là, parce que sans avoir tous les chiffres exacts de ce qui s'est passé, on se rend compte depuis le départ que l'hystérie, là, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et c'est ce qu'on voit maintenant, c'est que les gens ne se disent plus « j'ai le choix ». Effectivement, il y a un prix à payer. Moi, je le paye sévèrement dans mes affaires professionnelles aujourd'hui, puisque je rappelle que la boutique est encore fermée à Genève, et puis vous pourrez suivre la suite des aventures prochainement. Mais il y a un engagement qui arrive après tout ça, et c'est la troisième chose qui m'est arrivée, c'est que à un moment donné, quand on est sevré, qu'on n'est plus dans ce bruit qui veut rien dire au final, c'est juste les médias. À un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est qu'un média, la seule chose qu'il fait, c'est de fournir du contenu entre les pubs. Quand on a compris ça, on a tout compris. Un média, il fournit du contenu entre les pubs et puis il fait de la propagande. Voilà. Parce qu'évidemment, quand on voit des chaînes, moi j'ai appris il y a 2 ans, je crois, ce qu'étaient les anges de la télé-réalité ou toutes ces choses-là. Je ne savais même pas. Alors tout le monde se fichait de moi parce que je ne savais pas ce qu'était Netflix et les anges. Et je disais, qu'est-ce que c'est ces trucs? Je pensais que c'était des trucs avec les archanges. Alors j'ai été la risée de tout le monde. Et finalement, quand je vois le niveau, eh bien, effectivement, comme on discutait aussi en off tout à l'heure, on récolte aujourd'hui ce qui a été semé. Ce qui a été semé depuis des années, c'est-à-dire pas grand-chose au niveau de la réflexion. On dit depuis des années, donnez-leur à manger, divertissez-les, vous aurez tout ce que vous voulez de la masse. Et ça se vérifie. Ça se vérifie parce qu'aujourd'hui, se dire, j'ai le choix. Alors tout le monde dit, oui, mais il y a des amendes. Mais il y a un moment où il faudra passer à la vitesse supérieure dans le sens où la peur, elle peut être partout. Un jour, on s'est amusé avec des amis à faire la liste de nos peurs. Il y a quelques années. La liste de nos peurs, c'est infini. Ça va à la peur de perdre ses cheveux, la peur d'être cocu, la peur de grossir, la peur de vieillir. Des peurs, on en a des millions. Mais il y a un moment où on doit lâcher tout ça. Pour récupérer son bon sens et surtout partir dans l'engagement, on doit lâcher tout ça. Parce qu'il existe des solutions, mais il y a un moment où quand tout devient aberrant, il faut se dire, qu'est-ce que je veux ressentir au moment où je vais mourir? Parce que moi, j'ai vraiment commencé à vivre, mais vraiment globalement sans peur, quand j'ai pensé au moment où j'allais mourir. Et ce moment-là, on est seul. On est seul, on arrive sur Terre seul, on part seul et on passe toute notre vie à nous emmerder, excusez-moi, pour les problèmes des autres. Parce que l'autre a peur, il nous projette les peurs dessus, etc. Donc, tout ça pour dire que quand on arrive à un moment à se dire, on a confiné, on a bloqué le monde, quasiment le monde entier, alors que 99,98% des gens vont bien, en tout cas, on peut répercuter ces chiffres dans le monde entier, ce sont les chiffres en tout cas en Suisse, eh bien, on se dit, ok, j'ai peur, mais j'ai peur de quoi? Alors, je fais maintenant ma vie depuis que j'ai stoppé la télévision, que j'ai fait mon sevrage, depuis que j'ai récupéré tout le bon sens que dont j'avais besoin pour commencer aussi à remettre le pulse dans le bon sens, pour me dire, eh bien, je fais ma vie en fonction de ce dernier moment où je serai seule avec moi-même. Et ça passe très vite. Et je ne veux avoir ni remords ni regrets parce que j'ai aussi une responsabilité sur ce que je laisse derrière moi.
On nous a cassé les pieds depuis des années avec l'empreinte carbone, l'écologie, en critiquant les générations d'avant, en nous disant « vous avez pollué la planète, regardez ce que vous laissez aux enfants ». Et qu'est-ce que nous, maintenant, nous laissons à nos enfants? Qu'est-ce que nous leur laissons? Des boîtes de masques? Alors, en tout cas, moi, ce que j'ai dit dans cette vidéo avec mon bonnet, et je vais finir là-dessus, je rends aux autorités leur propagande, leurs mensonges et la haine qu'ils ont voulu mettre dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes que j'ai vues s'entretuer sur les réseaux. Moi, je suis sortie du jeu, je fais ce que j'ai à faire. Il y a énormément de personnes qui sont déterminées aussi et je remercie toutes les personnes qui sont dans cette dynamique-là puisque grâce à ça, nous allons pouvoir enfin vivre le monde que nous avons créé demain puisque tout se répercute et rester dans cette énergie de confiance et de détermination dans l'amour. J'ai vraiment un message d'amour que j'ai envie de partager ce soir et surtout de confiance. On est capable de raisonner et on est capable de se calmer quand on stoppe les sources anxiogènes qui nous entourent sans même avoir probablement tout compris, juste faire appel à son bon sens et à ce qu'on ressent. Voilà. Merci Emma. C'est un très beau message que nous apporte et on ne peut que dire c'est ça, c'est tout à fait la chose, c'est sortir de cette anxiété entretenue par les médias et puis prendre conscience, qui sommes-nous? Et quand on comprend qui nous ne sommes pas des êtres de matière, mais des êtres de lumière, habitant un corps de matière, et donc la mort n'est plus un problème, puisque le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne peuvent pas mourir. Donc la peur de mourir, elle tombe. Et là, on va entrer dans ce que tu as appelé le bon sens, très justement. Et je crois que le bon côté de cette crise, c'est de nous faire évoluer, qu'on ne peut pas rester dans ce monde d'anxiété, parce qu'autrement, on va vers un suicide collectif. Mais je pense qu'on va tous s'éveiller. Là, je crois que ce que Salim va nous apporter va nous aider, puisqu'il va amener une vision très dynamique de ce qui est en train de se passer dans l'actualité. À toi, Salim. Donc moi, je voulais vous parler de ce que j'ai vécu hier et aujourd'hui. Donc, je vais me prendre pour un kidam, un auditeur lambda de la télé, de la radio. Et je vais vous démontrer à quel point cette crise et tout ce qui passe dans les médias n'a absolument aucun sens, vraiment aucun sens. Parce que ça part dans tous les sens. Alors que, logiquement, on devrait avoir, je ne sais pas, quand il y a la Lune en haut du ciel, on va tous se retourner, on va tous dire, la Lune, elle est là. On sera tous d'accord. Il y aura toujours un fou qui va faire il va dire n'importe quoi. Mais on sait que c'est un fou, il est là pour rigoler. Mais 99,99% des gens vont être d'accord pour dire c'est la Lune, c'est le Soleil au milieu du ciel. On ne peut pas faire autrement. Et là, qu'est-ce que j'ai vu dans les médias? J'écoute hier, donc je vois passer sur les réseaux sociaux, j'écoute pas RMC, et encore, il ne manquerait plus que ça. Je vois le professeur Toussaint, Jean-François Toussaint, qui passe donc dans, comment on appelle ça, les grandes gueules que vous voyez donc à l'écran. Et il nous explique le 10 août, d'accord? On est le 11, on enregistre le mardi donc c'était hier. Il passe le 10 août, il nous explique qu'il n'y a aucune raison. Alors c'est simple, le titre de l'émission c'est Covid-19, stop aux messages anxiogènes, ok? Point d'interrogation, mais c'est clair. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il explique qu'il n'y a aucune raison de paniquer, que l'épidémie s'est arrêtée dans toute l'Europe, qu'il y avait certes des cas positifs, mais s'il n'y avait pas de mortalité, ce qui compte, c'est la mortalité. Et là, par contre, ici, il dit que le confinement sauvage et barbare a tué jusqu'à présent 60 000 enfants qui n'ont pas eu accès à une alimentation. Voilà, enfin, vous le savez qu'il y a des millions, je crois que c'est 13 millions par an qui décèdent. Bon, personne n'en parle d'ailleurs, hein, le coronavirus, Covid-19, mais la famine, je me rappellerai toujours d'un livre de Jean Ziegler, qui était un rapporteur de l'ONU, très connu quand même, Jean Ziegler, très, très actif. Il avait écrit un livre il y a une dizaine d'années sur l'agriculture, le PNUD, je crois, Programme Nations Unies pour le Développement, et il parlait de l'agriculture. Il expliquait il y a une dizaine d'années qu'il y avait assez de nourriture sur Terre, on était 6 milliards, pour nourrir 12 milliards d'individus. Il y avait sur Terre assez de nourriture pour 12 milliards d'individus. Et malgré ça, on a des gamins qui meurent par millions de famine. Moi, j'appelle ça un génocide, c'est un crime de masse.
Mais bon, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être une autre fois. Donc, je reviens à notre Jean-François Toussaint. Alors, Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à Paris Descartes, il faisait partie du Haut Conseil de santé publique. C'est un gros calibre. Voilà. Je le connais pas, hein, je le connaissais pas avant, mais c'est pas un rigolo. Et il nous explique ça. Il dit le confinement aveugle, c'est une absurdité, etc. Ok. Et au même moment, chers amis, qu'est-ce qu'on rencontre hier et aujourd'hui sur France Info, le docteur Djilali Hanan, hôpital Raymond Poincaré à Garches, chef de service de réanimation. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes au début de la deuxième vague. Voilà. Comment est-il possible? Je pose une question toute bête. Il est là, il nous explique le plus calmement du monde, vous pouvez le voir, le plus calmement du monde, que nous sommes au pied d'une deuxième vague qui est très grave et qu'il faut absolument tout faire pour que ça ne se transforme pas comme la première vague, parce que ça peut être même aussi grave que la première vague, etc. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Il y a un des deux qui ment. On est d'accord. Le même jour, regardez les dates. Le même jour, regardez. 10 août, ok? 10 août. 10 août, un, il dit il n'y a plus rien. L'autre, il dit on va bientôt tous mourir. Il y a quelque chose qui cloche, non? Qui croire? Comment est-il possible d'avoir une interprétation aussi différente des mêmes données? Et les données, je vais vous les montrer pour essayer de comprendre. Alors, voilà ce qu'il dit rapido, pour résumer. Alors là, petite contradiction succulente, on va se régaler. Alors, oui, nous sommes au début de la deuxième vague. Toute la question maintenant est de réussir à la contenir. On est au pied de la vague. Donc, vous vous rendez compte, c'est bon, la deuxième vague, on y est. La journaliste lui pose la question, y a-t-il un afflux de malades dans les hôpitaux, et notamment chez vous à l'hôpital de Garges? Pour l'instant, non. Voilà. Il y a une deuxième vague, mais pour l'instant, il n'y a pas de malades. Où ils sont les malades? Ils sont ailleurs. Alors, je ne sais pas ce qu'il fume, lui, mais ça a l'air efficace. Donc, moi, je me pose des questions existentielles. Alors, maintenant, on va dire, bon, après, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oui, on a 6 lits, ils sont pleins. Alors déjà, vous savez que ça ne veut strictement rien dire. Une hospitalisation, ça ne veut rien dire. Le type, il peut être hospitalisé 2-3 jours et partir. Il a 40 ans, bon, une petite complication respiratoire, il est guéri, il s'en va. Il ne meurt pas. Donc, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ça sera toujours les décès. Ce sont les décès qui comptent. Et on sait que le virus est de moins en moins virulent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Étant donné que ces deux personnes raisonnent sur les mêmes chiffres, les mêmes données, là, on va aller aux données officielles, les données de Santé publique France. Donc là, ce n'est pas compliqué. Comme vous pouvez le constater à l'écran, vous avez ici le site du gouvernement, gouvernement.fr. Okay, vous avez c'est officiel, hein, on n'invente rien. Donc, je vais aller aux Bouches-du-Rhône. Je l'ai souvent montré ce site, mais il faut le montrer, il faut ne cesser de le montrer pour que les gens comprennent. Alors, les dernières données, c'est 9 août, donc c'était avant-hier. Regardez, hein, 0 patient. Alors, c'est 568 morts. Il y a 8 patients en réa le 9 août. Donc, on va descendre jusqu'au 9 juillet. On va faire un mois, on ne va pas faire plus. OK? Regardez, il y avait 20 patients en réa, 560 morts. Donc, il y a eu 8 morts, 8 décès, et il n'y a quasiment plus de réa. Et regardez les nouveaux patients en réanimation, c'est ceux-là les plus importants avec les décès. S'ils se transforment en décès, regardez, 1 par jour, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12. Alors ici, regardez, ici vous avez 15 nouveaux patients hospitalisés. Mais on s'en fout, ça ne se transforme pas en réa et pas en décès. Donc je m'en fous, c'est un chiffre qui ne m'intéresse pas. On ne va pas me faire peur avec ça. Donc on continue. 0, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 patient réa, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, plus 0 égale la tête à Toto. Voilà, c'est clair. Il n'y a rien à Marseille. Alors pourquoi on nous a imposé des masques sur le Vieux-Port? Je ne comprends pas. De surcroît, le professeur Jean-François Toussaint nous explique qu'il n'y a aucune étude qui démontre l'utilité du port du masque en milieu ouvert.
Donc, ils sont où les amateurs d'études randomisées, double aveugle, multicentriques, blabla, hein? Ceux qui exigeaient de l'hydroxychloroquine, des études avec 10 000, des études fantômes d'ailleurs, comme les patients. Vous savez, Discovery, c'est pareil. L'étude Discovery, c'est une étude fantôme. C'est comme les patients fantômes. Tout est fantôme. Alors maintenant, on va aller au site Géode, pareil, santé publique, géodonnées en santé publique. Et là, vous allez voir, donc, il y a à la semaine 21, semaine 31, en 2 mois et demi, on est passé de 247 000 tests à 600 000 tests, de 587 000. Donc, obligatoirement, on augmente par 3, un peu moins, enfin presque par 3, le nombre de cas positifs. C'est logique puisqu'on teste plus. OK? C'est logique. Donc, si on a des cas positifs qui ne se transforment pas en décès, ben, tout va bien. Arrêtons de faire peur aux gens. C'est aussi simple que ça. Mais là, ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin puisqu'on va aller, là, je vais vous montrer un dernier petit truc et j'en aurai terminé. C'est le cas canadien. Donc, au Canada, plus précisément, à vrai dire, on va parler du Québec. Donc, au Canada, c'est rigolo, c'est pareil. Alors, au Canada, regardez, regardez. 108 nouveaux cas de Covid-19 confirmés au Canada. Ça, c'est récent, c'est 7 août. Donc, il y a 5 jours, il y a 4 jours. Donc, pareil, ils leur font peur avec l'autre rigolo d'Horacio Arruda. Pareil, c'est les mêmes guignols qu'on a en France qu'il y a au Canada. Il disait non, le masque, ça sert à rien. Et le jour au lendemain, il leur a dit ça sert à, c'est obligatoire, il faut le mettre, sinon on va tous mourir. Bon. Donc, et regardez ici, regardez par exemple, je voulais juste vous montrer la manipulation. Vous voyez ici le nombre de nouveaux cas par jour. OK? Nouveaux cas par jour. Voilà, gros pic en avril-mai, et après ça descend. Et là, ça remonte un peu, d'accord, mais regardez le nombre de décès par jour. Il n'y a rien. Vous voyez? Rien du tout. C'est clair. Et par contre, je vais vous montrer un truc très sympa qui va vous montrer comment je peux vous manipuler. Regardez si je vous donne le nombre de décès cumulatifs. Cumulés. Regardez ce que ça fait. Ça fait trop peur. Ça monte et ça reste monté. Pourquoi? Parce qu'il garde le chiffre cumulé. Mais si on le fait par jour, parce que les gens, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Mais si je le fais par jour, nouveau cas par jour, il n'y a rien du tout. Ah non, ça c'est le nouveau cas, pardon, nouveau décès. Ouelou, 0 plus 0, vous connaissez la réponse. Donc voilà, il y a des jours où il n'y a rien. Vous voyez, il y a plein de jours depuis mi-juillet où il y a quasiment, il y a pas de mort. Donc, voilà, vous avez vu de vos propres yeux. Donc, voici le bilan du Covid. Voilà, il n'y a plus rien. OK? Voilà, au Québec, le bilan du Covid, il n'y a plus rien. La fin du confinement, ça fait un bail que ça a été fait. Là, il y a eu plein de manifestations. Voilà, les gens sont fréquentés. Il n'y a pas eu de rebond, il n'y a rien eu. Ils sont en train de terroriser tout le monde. Alors, le terrorisme, c'est quoi le terrorisme? Vous savez, le terrorisme islamique, là, islamiste, c'est quoi? Ça tue pas beaucoup de gens, mais ça terrorise la population. C'est ça le terrorisme. C'est-à-dire en faisant un attentat qui tue 10, 20, même 30 personnes, même 100 personnes, mais c'est tous les 5 ans. Mais par contre, ça terrorise 66 millions d'individus. C'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle le terrorisme. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs, ça terrorise les gens. Et là, c'est pareil, on est dans du terrorisme sanitaire. Il terrorise les gens. Nous vivons une époque extrêmement grave où il y a des autorités politiques, sanitaires, avec la complicité de certains médecins, etc. Bon, Dieu merci, on a de plus en plus qui en sortent. Hein. On a vous les connaissez, hein, Raoult, Perron, tout ça, etc. Mais ça terrorise les gens parce que je vous garantis qu'il y a des gens, les anxieux, vous savez, il y a des gens anxieux de nature, comme ça, de naissance, les hypochondriaques, ça les terrorise. Donc, je comprends quelque part pourquoi ils sont aussi stressés. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, vous savez qui des deux dit la vérité entre le professeur Toussaint et le docteur Hanan. Merci Salim. Tu nous montres des choses qui sont fantastiques. C'est la mise en évidence de cette gigantesque manipulation. Moi, je n'ai pas cru. Parce que quand on nous a dit le Covid, etc., je me suis dit, mais quand le Covid va s'arrêter, comme toute grippe, ben, ils vont être obligés de reconnaître qu'il n'y a pas tant de morts que ça. Ça n'a pas tué plus que la grippe d'autres années. Et puis, ils vont devoir arrêter leur propagande. Mais ils ont réussi ce tour de force
de nous amener des chiffres. Maintenant, il ne parle plus de morts, puisqu'il n'y en a plus. Il parle de contamination. En Nouvelle-Zélande, il y a 22 cas. Alors, il confine Auckland. Non, c'est mieux que ça, j'ai lu ça aujourd'hui. Auckland, capitale Nouvelle-Zélande, il y a eu 4 cas de contamination. Ah oui, il bloque toute la ville. On est dans un délire absolu. Il faut se rappeler ceci, c'est que le test ne veut strictement rien dire. C'est de nouveau un test qui n'est pas sérieux. Il a des faux positifs, des faux négatifs, et il ne mesure pas du tout si vous allez être contaminant ou contaminé. C'est du vent. Il voit simplement qu'il y a du matériel génétique dans vos cellules. Et ça, ce qui est incroyable, c'est que les gens ne le savent pas. Et même le brave professeur Raoult, que j'admire beaucoup pour ça, parce que c'est un homme grandiose, mais il parle du test. Pour lui, le test, si vous avez le test, on vous donne… Mais ça, c'est de la fausse science. C'est une science totalement manipulée par des intérêts. Et le grand drame d'aujourd'hui, c'est les conflits d'intérêts. C'est que tous ceux qui vous parlent à la radio, à la télévision, etc., ils touchent tous des sommes hallucinantes pour répéter comme des perroquets le langage que la seule solution, c'est le vaccin. Encore l'autre jour, dans Paris Match, moi j'ai vu Paris Match il y a quelques jours, c'est quelque chose, vous voyez Paris Match. Eh bien, il y a un merveilleux article sur Bill Gates et qui vous présente Bill Gates comme celui qui a sauvé des millions de vies. Évidemment, Paris Match a reçu quelques millions de Bill Gates pour dire ça, mais c'est incroyable. C'est comme si l'assassin se fait passer pour le sauveur. Il sauve le monde. Mais quand vous étudiez la vie de Bill Gates, mais franchement, c'est un assassin gravissime. À cause de lui, des millions de gens sont morts ou sont paralysés. Enfin, il a les mains pleines de sang. Comme Tedros Adhanom, le directeur de l'OMS, ce sont des gens qui devraient être en prison depuis longtemps. Mais grâce à l'argent, ils arrivent à faire taire tout le monde et faire que les médias les encensent et maintiennent leur langage. Alors moi, ce que j'aimerais apporter comme notion, c'est ceci. C'est que, comme le disait très justement Jean-Jacques, nous sommes aujourd'hui tous drogués par les aliments, par la TV, par les chemtrails qui nous balancent des produits chimiques toute la journée. Ça, aucun média n'en parle, mais c'est quand même un problème gravissime. On le voit dans le ciel, ces traînées d'avions qui vont dans tous les sens. Et ces gens-là, et puis ces gens-là, c'est qui? Bill Gates fait partie de ceux-là. Alors lui, il vous dit, avec un air bon enfant, il dit, oui, c'est pour protéger le climat. C'est que grâce à ces épandages, nous allons éviter la surchauffe après. Et ces gens-là, ils sont en train de nous assassiner. Mais c'est de l'assassinat légalisé. Quand vous mangez des aliments bourrés de chimie, quand vous prenez des médicaments bourrés de chimie, quand vous prenez des vaccins, vous êtes dans quelque chose dont le but de tous ces gens-là, c'est de gagner beaucoup d'argent et de contrôler l'humanité. Et la clé, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on se réveille. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à donner notre pouvoir à des gens qui sont véritablement des psychopathes dangereux. Et le côté, je pense, qui est positif, c'est que ça va obliger les gens, je suis persuadé que ça va se faire dans très peu de temps, à se réveiller, à dire, est-ce que vraiment c'est ça le monde que je veux, comme le disait très bien Emma tout à l'heure, est-ce que vraiment je veux un monde de souffrance, d'obéir à autrui, de faire ce qu'on me dit de faire, de me vacciner? Tout ça, c'est une espèce d'énorme bulle qui ne peut qu'éclater. Et elle va éclater parce que chacun va devoir se dire un jour, ça peut être aujourd'hui ou demain, est-ce que ça a un sens tout ça? Les masques, par exemple, c'est typique. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre qu'un masque sert à quelque chose, mais il y a des dizaines d'études qui montrent que c'est toxique. Je ne les invente pas, moi je les mets sur mes blogs, mais il y a une masse d'informations incroyables qui vous montrent que les masques, c'est absolument aberrant. Alors, dans le Covid, on vous disait encore, oui, c'est un virus qui tue, etc. Alors, que les gens croient ça, c'était déjà faux, mais enfin bref. Mais pour le masque, il n'y a rien de scientifique là-dedans. La seule raison pour laquelle on veut que vous mettiez un masque, c'est pour vous maintenir dans le stress, la peur et vous rendre malade. Parce que ce qui est dur à comprendre, c'est que ces autorités, au-dessus de nous, obéissent à ceux qui sont en haut de la pyramide et eux, ils le disent, ils veulent diminuer la population mondiale. Et ils donnent des ordres aux gouvernants pour ça. Pourquoi en France, il n'y a eu aucun traitement? On a dit les gens, ils sont malades, il n'y a pas de traitement. Non. Bon, on a voulu maintenir volontairement les gens sans traitement pour qu'ils meurent. Et c'est ce qui s'est passé. On a tué 30 000 personnes en France parce qu'on ne les a pas traités. On les a laissés mourir dans les EHPAD, etc. C'est un monde délirant. Et c'est difficile pour le commun des mortels d'arriver à comprendre ça. Parce que penser que des gens veulent vraiment tuer des millions, c'est pas facile à comprendre parce que on n'a pas cette mentalité. Des fois, vous êtes en colère contre votre beau-père ou votre belle-mère, mais vous n'avez pas l'idée d'assassiner des millions de gens. Et penser qu'il y ait des gens qui consciemment, intellectuellement veulent ça, ça semble très difficile à imaginer, et c'est pourtant la réalité. C'est comme ça. Ils le disent d'ailleurs.
maintenant, Bill Gates, il fait comme s'il n'avait jamais dit ça, mais quand vous regardez les vidéos d'il y a quelques temps en arrière, eh ben, il parle de diminuer la population mondiale. Et c'est marrant parce que dans sa famille, son père était un eugéniste, son grand-père aussi, ils ont créé les mouvements de planning familial. Et c'est quoi le planning familial aux États-Unis? C'est inciter les femmes à avorter, parce que comme ça, ils ont de grosses subventions de l'État. Et quand une femme avorte, on vend le fœtus pour faire, avec les cellules fœtales, des vaccins et pour mettre ça dans les aliments. C'est Frankenstein. C'est du cannibalisme. C'est de la folie pure. Or, aujourd'hui, le grand drame, c'est que depuis 1986, les gens qui font des vaccins n'ont plus aucun contrôle. Ils font ce qu'ils veulent, absolument ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a plus aucune instance qui contrôle les vaccins. Donc, ils mettent ce qu'ils veulent, bref, c'est la gabegie totale. Pour les médicaments, il y a encore certains contrôles, il faut vérifier, mais pour les vaccins, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui leur a donné cette impunité, qui leur permet de gagner aujourd'hui des fortunes et qui maintiennent la population dans l'idée que le masque, c'est jusqu'au vaccin. Quand vous aurez le vaccin, peut-être vous pourrez l'enlever de temps en temps, mais ils ont des visions incroyables. Pour eux, le but, c'est des humains esclaves. Et ils ont bien réussi jusqu'à présent. Nous sommes devenus des esclaves. Le masque, c'est de l'esclavage. Comme les esclaves noirs du temps passé, on leur met aussi un masque en fer, enfin bref, mais nous sommes esclavagés. Et alors, si on reste là-dedans, on a peur, et la clé, c'est de comprendre que cette peur est construite sur l'obéissance à autrui. On vous dit, oui, le virus, c'est dangereux, etc. Mais la solution va venir par le vaccin ou par un médicament. Et ça, c'est la grande illusion collective de croire que la santé va venir de l'extérieur. Alors, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est le principe du libre consentement éclairé. Et ça, j'aimerais en dire quelques mots. C'est que la loi nous dit, dans la plupart des pays, que quand un médecin veut faire un acte médical, vous devez être d'accord. Et il doit, avant de le faire, vous informer. C'est la loi du libre consentement éclairé. Ça s'appelle la loi Kouchner, ou c'est aussi le code de Nuremberg qui dit ça. Vous devez avoir un consentement à quelque chose. Or, aujourd'hui, dans les tests, on vous teste comme ça. Vous arrivez à l'aéroport, on vous fait un test, mais ce n'est pas légal du tout. On n'a pas le droit de vous tester médicalement sans votre accord. Et ils vont le faire pour le vaccin, qui vont rendre obligatoire cet automne. C'est totalement illégal. Normalement, quand un médecin veut faire quelque chose, ou un infirmier, peu importe, mais il doit vous dire, voilà ce que je propose, voilà les avantages et les inconvénients, voilà la liste des effets secondaires, c'est vous qui choisissez. Et là, on a balayé ça d'un revers de main, il n'y a plus de libre consentement éclairé. C'est devenu un troupeau qui va à l'abattoir. Alors, la clé, c'est de se rappeler de ça. Chaque être humain a le droit de décider de sa vie. Son corps lui appartient. Vous n'appartenez pas à Bill Gates, vous n'avez pas à obéir aux industriels, vous avez à prendre la responsabilité de votre vie et de dire, si quelqu'un propose quelque chose, que ce soit un test ou un vaccin, j'ai le droit de demander des informations pour commencer. Aujourd'hui, beaucoup de parents font maintenant en France. Pour le vaccin obligatoire, ils écrivent une lettre, où ils disent, oui d'accord, vous voulez me vacciner mon enfant, mais attendez, avant de le faire, j'ai besoin d'informations. Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Et là, ils sont bien coincés parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, le vaccin, c'est devenu un bouillon incroyable. Et ceux qui ont étudié ce qu'il y avait dans les vaccins, comme les époux Montanari en Italie, ils ont trouvé des choses hallucinantes. D'abord, il n'y a pas les antigènes qu'il devrait y avoir. Il y a des nanoparticules. Il y a des polluants. Enfin, c'est incroyable. Il y a des antibiotiques. Il y a du beurre. Enfin, c'est une soupe absolument dingue. Hallucinant. Et ça, je ne l'invente pas. Tout est là. 235 substances chimiques dans un seul vaccin, plus de l'aluminium à des doses toxiques. Enfin, tout ça, c'est un monde qui est devenu délirant. Alors, je ne veux pas rester longtemps là-dessus, mais ce que j'ai à dire, c'est ceci. C'est que la seule solution, il n'y en a pas 36, c'est que nous arrêtions d'obéir et que nous nous réveillons à prendre notre vie en main. Et ça, c'est ce qui va se passer, j'en suis certain. Parce que tous ces gens qui veulent contrôler l'humanité, ils n'ont qu'un défaut, c'est qu'ils en ont d'abord très très peu, ils sont un tout petit pourcentage, et puis tout est basé sur la peur. Mais si nous sortons de la peur, nous disons, comme Emma l'a très bien dit, je fais un sevrage des choses comme ça, et je me prends en main. Les gens qui se prennent en main ne sont plus manipulables, parce qu'ils font ce qu'ils sentent qui est juste. Et je crois que c'est ça l'espèce de naissance qui est en train de se faire. Nous avons été une humanité de souffrance, d'obéissance à autrui, de vaccins, de tout ça. Enfin, une humanité qui arrive au bout d'un registre d'autodestruction. Et la clé, c'est qu'aujourd'hui, nous disions, stop, maintenant, je lâche ma peur et je fais ce que moi, je sens qui est juste. Et si vous faites ça, ben vous entrez dans un nouveau monde. Et c'est ça que nous avons créé tous ensemble, c'est un nouveau monde où nous ne laissons plus ces messages terrorisants, etc., tout ça, nous manipuler, mais où nous nous prenons simplement en main. Et si nous faisons ça,
eh bien, tout d'un coup, dans notre vie personnelle, nous allons dans quelque chose qui est bon, chaleureux, et nous nous laissons guider par nous-mêmes. Et c'est ça, pour moi, qui est le futur. Je suis persuadé qu'on va voir des effondrements majeurs. Moi, d'ailleurs, dans mon dernier e-book qui s'appelait « Vaccin, bienfaiteur, assassin », le sous-titre que j'ai mis, c'est « La faillite de l'empire vaccinal ». Je suis persuadé que cet empire vaccinal, il va faire faillite. Parce qu'il ne tient que sur des hypothèses qui n'ont jamais été vérifiées. Ce n'est pas du tout scientifique. Il ne tient que sur la peur des gens et la croyance qu'un vaccin va vous sauver. Mais dès que les gens vont s'éveiller, cet empire va s'écrouler. Il y en a eu d'autres avant. L'empire de Rome aussi s'est écroulé. Vous voyez, un empire est destiné, il a un début, il a du succès, puis il a une fin. Et nous sommes proches de la fin de cet empire de Big Pharma, des vaccins, et de Big Tech qui s'y est associé. Voilà. Bien. Alors, nous avons fait un petit tour d'horizon comme ça. Nous finissons toujours par cette notion sympathique de dire quels sont vos conseils pratiques pour aller dans quelque chose de positif et dynamique et pour ne pas rester dans la dénonciation de tout ce qui ne va pas, mais pour prendre notre vie en main et proposer des solutions sympathiques, agréables, qui vont dans le bon sens. Et le bon sens, c'est d'aller vers la joie, la lumière et la vie, et c'est d'aller vers l'amour. Parce que croire que pendant des générations, on va porter des masques et plus jamais embrasser grand-maman, c'est délirant. Quand Bill Gates vous dit que le masque, c'est pour longtemps, vous voyez, mais ils sont fous, ces gens. On ne peut pas vivre comme ça. La sociabilisation, le fait de se toucher, de s'embrasser, mais c'est fondamental, le fait de se réunir, de parler. On ne va pas rester comme ça, tous confinés. On ne va pas aller à l'école en regardant le voisin. Ce monde ne peut que s'écrouler. Il est tellement démesuré, la bulle est tellement énorme qu'on va le voir et du coup, pouf, on va percer cette bulle, elle va s'écrouler. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-Jacques? Eh bien, je suis en fait focalisé toujours sur deux choses. La première, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière, c'est, je pense que nous avons chacun et chacune le pouvoir maintenant de faire pression sur les acteurs qui entretiennent cette pandémie de peur. Je pense que là, nous avons en face de nous des êtres humains qui sont des journalistes, qui sont les forces de l'ordre, qui sont les médecins, etc. Et je pense que nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne l'imaginons si nous prenons la peine de consacrer quelques heures plutôt que de regarder encore la télévision ou de regarder Netflix. Et au passage, je dirais, ça c'est un clin d'œil à Emma, que lorsque je me suis marié la première fois, c'était le 11 septembre 1982, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, évidemment, mais le 11 septembre 1982, ma première femme et moi, nous avons pris une décision qui a vraiment bouleversé notre vie, c'est de ne pas avoir de télévision branchée sur une antenne, sur une parabole, sur un câble de télédistribution pour garder notre intégrité sur le plan psychologique, spirituel et pour protéger nos enfants. Et donc, depuis 1982, le sevrage de la télévision, je l'ai fait. Et vous avez donc la preuve devant vous qu'il est possible de survivre sans télévision sur une période très, très longue. Donc, je reviens sur le fait de consacrer quelques heures de votre temps, et là je le demande à chacun et à chacune qui nous écoute actuellement, de consacrer quelques heures de votre temps pour écrire à tous les journalistes dont vous avez les coordonnées, d'écrire à tous les médecins dont vous avez les coordonnées, d'écrire à tous les hommes et les femmes politiques dont vous avez les coordonnées, pour leur demander, pour les supplier, pour les conjurer à ne plus collaborer à cette campagne de peur et de terreur. On parlait de terrorisme, enfin Salim parlait de terrorisme il y a quelques minutes, et je pense qu'effectivement, il faut maintenant que tous ces acteurs qui sont encore en train de participer contre leur gré pour un certain nombre d'entre eux à cette campagne de peur, il faut qu'ils sentent qu'il y a une pression populaire maintenant qui les invite à les rejoindre au nom de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce qu'en fait, ces journalistes, ces forces de l'ordre, ces médecins, ces hommes et ces femmes politiques ne se rendent pas compte
ils participent à un système qui va porter préjudice à leurs propres enfants et à leurs propres petits-enfants. Donc, plutôt que de passer 4 heures, 5 heures, 6 heures devant la télévision, ben, prenez 4, 5, 6 heures cette semaine pour faire des envois, envoyer des lettres. Je crois que c'est même encore, ça a même encore plus d'impact d'envoyer des lettres écrites. Hein. Revenons à l'ancien temps où on prenait la peine d'écrire et d'envoyer ça par la poste. Donc ça, c'est ma première recommandation. La deuxième recommandation, c'est inspiré aussi par ce que tu disais, Emma, c'est que je pense qu'il est temps que les entrepreneurs, et là j'ai une bonne nouvelle pour toi, Emma, c'est que j'ai reçu une lettre d'une femme qui tient un magasin d'alimentation biologique, je ne sais plus si c'est en France ou en Belgique, qui m'a dit qu'elle avait été inspirée par ton, je dirais par ton combat et par ton attitude, et elle a décidé d'annoncer à ses clients et à ses collaborateurs dans son magasin qu'elle n'obligerait plus le port du masque à partir de maintenant, quelles que soient les conséquences qui arriveront. Et je pense que ça aussi, là je m'adresse maintenant à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, de mettre en perspective les inconvénients à court terme, et je sais, Emma, que c'est pas drôle d'avoir une boutique qui est fermée, d'avoir un magasin qui est fermé, d'avoir éventuellement des amendes, mais ça, par rapport à l'instauration d'un État totalitaire ou dictatorial, je dirais que le choix, il est vite fait entre des inconvénients à court terme ou de laisser faire et de participer par notre inaction à non seulement des faillites à répétition, et à l'instauration d'un État de plus en plus totalitaire. Donc ça aussi, moi là je m'adresse aux entrepreneurs maintenant de défendre bec et ongle leurs entreprises, leurs commerces, de défendre l'emploi des gens qu'ils ont engagés pour pouvoir créer un meilleur avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, ce sont mes 2 recommandations de la semaine. Super, super, merci beaucoup. Et toi, Emma, qu'est-ce que tu nous suggères? Alors, moi, j'ai déjà une réponse clé en main pour les personnes qui ont des fois un peu de la peine à assumer leur point de vue sur tout ça. C'est pas toujours simple. Hein. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude, on est en réseau, on connaît les personnes qui sont aussi dans cette ouverture de bon sens et qui ont compris. Mais pour certaines personnes, c'est pas toujours simple de se retrouver au milieu d'une table où on a soi-même compris ce qui se passe et tout le monde est encore un peu dans la trouille et toi, qu'est-ce que tu penses, etc. Alors moi, j'ai réfléchi à une chose aussi, ça fait un moment, mais début juin, nous avons eu, comme partout, Black Lives Matter. En tout cas, à Genève, c'était 10 000 personnes collées en mode lambada. Hein. C'était pas les distances sociales. Hein. Alors qu'on vient de pas nous raconter après sur les plateaux, on les a entendus. Moi, j'ai les photos. Hein. Ça, et donc, début juin, Black Lives Matter, 10 000 personnes. Alors moi, je propose aux personnes qui se sentent un peu seules ou dans leur famille ou avec leurs amis à table, oui, mais toi, t'as pas peur? Eh bien, vous pouvez tout simplement répondre, bah, tu sais quoi? Moi, depuis que j'ai vu Black Lives Matter et qu'après, il n'y avait rien de plus dans les hôpitaux, ça m'a tellement soulagée. Je remercie les personnes qui sont allées manifester puisque grâce à elles, je me rends compte que le contact physique n'a absolument pas amené la déferlante terrible qui s'est passée. Bon, ça c'est vrai qu'il y a un moment où ça aide de suivre l'actualité pour voir ces inepties-là et vous en servir dans des moments où vous vous sentez un petit peu seul parce que c'est vrai que c'est assez difficile pour beaucoup de personnes ces moments-là. Moi, personnellement, ça m'est complètement égal ce qu'on pense de moi, mais ça fait longtemps que j'ai dépassé l'image. Donc, j'assume toutes les critiques par rapport au fait que j'ai pris la parole relativement tôt par rapport à d'autres, ma foi. Mais bon, ça, c'est mon choix. Mais c'est vrai que là, il y avait aussi une chose que j'avais envie, c'est que toutes les personnes qui ont des grands-parents, des personnes qui sont soi-disant dans les groupes à risque, ce que j'aimerais vraiment que vous puissiez faire, puisque vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages, moi, j'ai commencé à le faire de mon côté, puisque je connais un certain nombre de personnes âgées, et je leur ai demandé leur avis sur, puisqu'on parle tout le temps des personnes à risque, qu'il faut mettre des masques pour protéger les personnes vulnérables. Je dis soit en passant que je ne suis pas anti-masque, je suis pour la liberté de choix. C'est complètement différent et c'est la même chose pour les vaccins. Hein. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, je suis pour la liberté de choix. Bon.
Eh bien, j'invite et je trouverais ça super que vous fassiez ce devoir pour cette semaine de demander aux personnes qu'on considère comme âgées, donc à risque, ce qu'elles souhaitent pour la prochaine saison, puisque, en tout cas, de mon côté, je me suis dit, bah tiens, on nous a tous confinés, des personnes saines maintenant continuent d'être confinées, et puis, il n'y a pas de clim dans les EHPAD et les EMS, puisque c'est dangereux. Alors, il se trouve que de mon côté, en tout cas, les personnes à qui j'ai demandé m'ont dit, eh bien moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de nouveau de ne plus voir mes proches, de ne plus voir mes enfants, d'être de nouveau isolée. Et je préfère prendre le risque plutôt que de vivre comme un truc qu'on balance dans un coin et on décide pour moi, c'est de l'ingérence totale. Moi, je veux de la clim parce que j'ai chaud, ça m'est complètement égal. J'ai quand même le droit de choisir comment je veux vivre. Je suis pas débile. J'ai encore mon cerveau qui fonctionne, donc j'ai le droit de choisir. Et moi, j'aimerais que vous soyez toutes les personnes qui nous regardent, puisque vous êtes vraiment nombreux, et partagez le message sur les réseaux sociaux. Demandez aussi, postez des questions aux personnes pour que ce soit le plus public possible, que souhaitent pour les jours qui vont venir, puisqu'on ne peut pas refaire ce qui s'est passé. Eh bien, qu'est-ce que vous souhaitez, vous qui êtes dans le groupe à risque, qu'est-ce que vous souhaitez, puisque, en tout cas, moi, d'après ce que j'ai entendu, les gens préfèrent vivre, parce qu'ils ont quand même compris, contrairement à nos dirigeants qui continuent à nous rabâcher qu'il faut faire attention aux autres et que nous sommes des égoïstes. C'est absolument faux, c'est de la propagande. J'aimerais avoir vos avis. Voilà, en tout cas, pour ça, je m'arrête là. J'en ai d'autres, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, Emma. C'est un beau message positif. Et toi, Salim? En fait, moi, je voulais parler de quelque chose de très important, c'est la censure. Il va falloir vraiment, vraiment que dès maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé avec Jean-Jacques, on s'apprête à sortir des big data, des GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft. Parce que là, franchement, vous allez voir, d'ici 6 mois, maximum 1 an, on n'aura plus rien. On va être tous éjectés de ces plateformes et on va devoir recommencer à zéro. Alors, il serait intéressant. Nous, on va vous faire des propositions. Il y a plusieurs trucs, de moyens d'héberger des vidéos. Il y a des plateformes. On a vu des plateformes PeerTube qui peuvent être intéressantes. On est en train d'étudier ça. On va voir un petit peu tous les gens ce qu'ils vont proposer et adopter. Mais les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc, on ne va pas tout fermer d'un coup, mais migrer petit à petit vers des moyens d'information indépendants. Alors, je ne veux pas faire ma précieuse, mais je suis désolé, vous ne trouverez pas des informations aussi pertinentes, aussi facilement partout. C'est difficile. Si vous enlevez une dizaine de personnes, vous aurez du mal à avoir certaines informations. C'est compliqué. Donc, comment analyser le truc? Vous voyez ce que je veux dire? Nous, pour analyser les infos, on cherche. Il nous faut des sources d'informations. Et après, on les partage. Donc, si vous n'avez rien, avancer à l'aveugle, c'est compliqué. Donc, ça existe. Il faut sortir de la facilité. Il faut punir ces GAFAM, il ne faut plus les utiliser, il faut les boycotter, c'est un acte politique, et devenir indépendant. Voilà, je crois que c'est capital, c'est primordial. Et sinon, vous vous rendez compte, ils sont de plus en plus riches et ils contrôlent l'information et ils vous disent ce qui est vrai du faux. Je pense que c'est la chose la plus grave de tous les temps de l'humanité qu'un informaticien comme Microsoft, comme Bill Gates ou qu'un gars comme les patrons de Google décide pour vous ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est du jamais vu à l'échelle mondiale. C'est du jamais vu. Il n'y a pas je crois. C'est du jamais vu. C'est apocalyptique là. C'est eschatologique. On vit des trucs curieux. Curieux, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Donc, maintenant, on a une marge de manœuvre, il faut l'utiliser pour sortir et perdre ses habitudes avec les YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Il faut que tout ça soit jeté à la poubelle de l'histoire et que les gens sérieux qui veulent s'informer, qui veulent travailler sur ces sujets-là, se trouvent d'autres moyens. Sinon, autrement, je ne vois pas comment on va réussir. Si on ne peut pas s'informer, franchement, ça va être compliqué.
Très bien, c'est dynamique. Ah oui. Alors, moi, ce que j'aimerais amener par rapport à ça, c'est qu'il y a des signes de changement très importants. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a quelques milliers de médecins qui ont fait une émission où ils ont dit que tout ce qu'on racontait, c'était des mensonges. Et l'émission a eu un succès fracassant. En quelques heures, ils avaient des millions de gens qui écoutaient ça. Et évidemment, le GAFA a censuré. Mais le lendemain, au Congrès, c'est intéressant, parce que c'était calculé, quand on a mis ces gens devant le fait, pourquoi vous avez censuré? Ah, ils étaient complètement coincés, parce qu'ils n'avaient rien à dire. Ils ne pouvaient donner aucune raison. Donc, quelque part, ils se sont ridiculisés eux-mêmes. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre les gens devant leur côté ridicule pour qu'ils prennent conscience. Moi, ce que je crois, c'est que la grande guerre aujourd'hui, c'est les chiffres. On donne des chiffres comme ça, bing, bang, boom, et ces chiffres sont absolument incroyables. Il y a tous les jours plein de gens qui meurent sur cette planète. Mais vous sortir qu'il y a tant de ci, tant de ça, il faut sortir de cette logique des chiffres manipulés, manipulables, et il faut entrer dans une nouvelle conscience. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire à un niveau très simple. Par exemple, le masque est obligatoire à certains endroits. Ben, vous faites un masque comme ça. Vous mettez un trou pour la bouche. Et vous riez à travers votre masque. Et les gens vont vous dire, mais si vous ne pouvez pas faire ça, vous dites, mais j'ai un masque. Regardez, il couvre bien le nez, regardez, vous avez le masque. Mais personne, moi j'ai fait ça de 3 endroits, et les gens éclatent de rire. Parce qu'on joue, il y en a d'autres qui vont dans un magasin avec le masque et un nez rouge. Donc le but, c'est qu'on sorte de cette idée du bien et du mal et qu'on réveille les gens à une autre conscience. C'est-à-dire qu'on leur montre que tout ce qu'on leur raconte n'a qu'un but, c'est qu'ils obéissent, qui payent, parce que c'est ça le but, hein, c'est de les esclavager. Et déjà aujourd'hui, franchement, la mise en esclavage est pas mal réussie. Quand on voit comment s'enrichissent les riches et comment les pauvres s'appauvrissent, c'est de la folie. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas le Covid, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont en train de mourir de faim parce qu'il n'y a plus d'économie qui marche. Enfin bref, on est dans une situation où on met l'accent sur quelque chose qui serait ce Covid ou le vaccin, et c'est des faux problèmes. Il faut qu'on se réveille. Nos vrais problèmes, c'est de respecter la nature. Parce que nous ne pouvons pas continuer à polluer la nature comme ça, ne serait-ce qu'avec les masques. Parce que chaque masque que vous jetez à la poubelle, n'oubliez pas, c'est une pollution majeure. Et quand on met des désinfectants partout, on pollue à fond. Parce que c'est aberrant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laver les mains du tout. Mais croire qu'il faut toute la journée passer à se laver, machin, etc., c'est un délire. Mais l'utilité des délires, je pense, c'est de prendre conscience. Est-ce que vraiment je veux ça ou est-ce que je veux autre chose? Et je crois que c'est ça qui va arriver, et j'en suis même sûr, c'est que des milliers de gens, grâce à nous et grâce à plein d'autres, tout d'un coup, ils vont réfléchir un instant, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Et là, la prise de conscience, elle va être massive. Il y a déjà eu peut-être 500 000, peut-être 1 million, je ne sais pas les chiffres exacts, de gens qui sont allés à Berlin dans la rue, il y en a eu à Londres, bref. Et ça, les manifestations, c'est qu'un petit épiphénomène, mais ça veut dire que la conscience des gens change. Et moi, ce que je termine sur une note très positive, c'est que quand il y a 50 ans en arrière, je disais aux gens, les vaccins sont toxiques, inutiles et inefficaces, je me heurtais à des gens qui disaient, qu'est-ce qu'il raconte ce docteur Chalère? Mais maintenant, un demi-siècle plus tard, quand je dis dans une conférence qui pense que les vaccins servent à quelque chose, j'ai plus qu'une personne qui lève la main sur 400. Donc la conscience des gens, elle change. Et la prise de conscience, je termine là-dessus, c'est que notre santé ne viendra jamais d'un vaccin, d'un médicament. Elle viendra de notre mode de vie, de notre façon de gérer notre santé. Et ça, c'est simple. Et ce qui est beau, c'est que le corps humain a des ressources. Moi, c'est ce qui m'émerveille. C'est que quand quelqu'un décide de se guérir, quel que soit le nom de la maladie, il fait un chemin et ça marche. Parce que quand vous appliquez les lois de la vie, vous occupez du corps physique, émotionnel et spirituel, vous allez dans une direction qui n'est plus celle de la peur, de la souffrance. Vous rayonnez, vous vous transformez. Et c'est ça notre futur à tous. Devenir des êtres rayonnants, lumineux, heureux de partager cette planète et d'apprendre à vivre ensemble les uns avec les autres, plus dans les clivages les uns contre les autres, mais dans une conscience d'unité dans la diversité. Et je suis sûr que c'est ça qui va émerger de cette crise. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je crois qu'on a fait le tour. Et je pense qu'on amène des messages positifs. Et nous nous réjouissons de vous retrouver la semaine prochaine, nous ou d'autres, parce qu'on change un peu chaque fois. Mais l'important, ce que nous avons apporté, c'est vraiment une vision dynamique, une vision dans laquelle on ne reste plus assis sur sa chaise à se plaindre et à accuser, mais on se prend en main, on change le monde, on fait des choses qui vont dans la direction de la vie, de la joie et de l'amour. Et ça, je pense que personne ne pourra nous arrêter. Comme disait très bien Jean-Jacques, ils ne passeront pas. C'est nous qui allons passer. Merci à tous. Merci Tal, merci à tous.